Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 26 avril 2019. La 9e édition du Salon des mots de la Matapédia à Sébec reviendra les 3 et 4 mai prochains. Nous vous présentons la liste des places offertes en maternelle 4 ans par la Commission scolaire des Monts et Marais et la vision de Doris Morin, directrice du CPE des Petits Flots, face à l'implantation de ces nouvelles classes dans la Matapédia. Des étudiants et étudiantes du Centre d'éducation des adultes sont venus nous visiter pour voir si notre domaine pourrait les intéresser pour la poursuite de leurs études. Cette semaine, Vincent Dufour nous en apprend davantage sur l'écosite de la Matapédia, puis nous visitons l'écocentre d'Amqui. Le comité Vigisanté matapédien s'est doté d'un pouvoir politique en s'alliant à la MRC de la Matapédia en mars dernier et depuis, des procédures ont été déjà entamées et un comité a été formé. Et finalement, vous êtes conviés à un autre rendez-vous des Bontés divines le 2 mai prochain. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre sœur Françoise Massé. Ça a été une école vraiment, une école de vie. On a appelé ça notre université de la vie. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. C'est très émouvant ce que vous me faites vivre ce matin. J'accueille. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Ce sera le retour du Salon des mots et cette année, une grande place est laissée aux jeunes. Nous en discutons avec Ginette Lemieux. Ginette, encore une belle réussite cette année pour le Salon des mots. Sérieusement, la programmation est encore très intéressante et même pour les jeunes, je pense que c'est ce dont vous êtes le plus fier. Hein? Oui, c'est d'avoir organisé, réussi à faire un horaire le samedi, même si c'est le vendredi qui est la journée jeunesse. Ça va être presque la journée jeunesse aussi le samedi. Mais on se dit, si les jeunes viennent, les parents vont venir. Et les parents, bien souvent, les 20, 40 ans qu'on a de la misère des fois à faire sortir parce qu'ils ont des enfants, mais là, ils vont venir avec les enfants. Alors, on aura Atchoum qui va faire un spectacle en plus de lire ses histoires aux enfants. On a le virtuel, 360 degrés, il y a 5 casques qui vont pouvoir accueillir plusieurs jeunes en même temps. Ensuite de ça, on a la création de personnages 2D. On aura Jean-Pierre Veillet, le clown, qui va animer aussi les jeunes. On a Maxime Turgeon-Landry, qui lui est un fan d'informatique et de création de personnages, alors qui va travailler avec eux. On a aussi dans la section Une image aux 1000 mots un gars qui est multidisciplinaire. Puis lui, il a développé des combats d'armes mousse, des épées mousse. Mais c'est fait quand même sur le même principe que l'histoire du combat médiéval. Okay. Alors, il va pouvoir faire une démonstration, puis en même temps faire un peu d'histoire. Bon, tu sais, on réussit toujours à racoler ça pour que les jeunes puissent apprendre aussi en même temps. Alors, c'est un peu ça là, dont on est fiers. Puis après ça, bien, on a tous nos prix littéraires qui viennent, comme le vendredi, le concours d'écriture. Les jeunes, cette année, on veut qu'ils nous racontent ce qu'ils ont écrit. On ne veut pas qu'ils le lisent, on veut qu'ils nous le racontent. Fait que c'est pour ça. Déjà, on va avertir dès cette semaine, la semaine prochaine, les jeunes qui seront les gagnants pour qu'ils se préparent à nous parler. Oui, c'est très différent. Mais apprendre la culture en s'amusant, il n'y a rien de mieux. Et puis, il va y avoir des visites aussi dans les écoles. Oui, bien, les visites dans les écoles, il y en a beaucoup qui se font pendant la semaine avec le projet avec la MRC. Mais par contre, le vendredi, il va en avoir encore dans les écoles aussi. Et les écoles vont venir. On a dit tout à l'heure quand même 12 écoles, 9 écoles qui viennent, 12 écoles qui ont participé au concours d'écriture. Bien, de plus en plus, l'engouement est là, puis les gens participent. Encore félicitations pour cette année. Bien hâte d'y participer. Merci. Oui, merci. Oui, merci. Puis on est très fiers d'avoir Chantal comme présidente d'honneur. Alors, moi, je suis ici pour vous présenter, vous faire un survol des auteurs qui seront présents et de certaines activités. Alors, on a près d'une 50aine d'auteurs cette année qui seront présents au 9e salon. La provenance, Amqui, Gatineau, Berthierville, Cozapscal, Lac-aux-Saumons, Matane, Montjoly, Maria, New Richmond, Québec, Saint-Anne-Atlet, Saint-Angèle, Saint-Alexis, Saint-Léandre, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Julie, Sébec, Dalhousie et Montréal.
Alors, vous voyez qu'on a un petit peu un parterre d'auteurs cette année. On a aussi le regroupement des écrivains du fleuve, qui est situé à Rimouski. Alors, on a des auteurs assidus depuis le tout premier salon. Si je pense à M. Berthier-Pearson, à Priscilla Tremblay de Cause abscale, alors il y en a beaucoup d'autres aussi. On a Sylvie Roberge qui, l'an passé, avait fait un volume pour les jeunes Gontran et malades. Et cette année, elle a conçu un jeu serpent-échelle avec une grande dimension. Alors, pour les jeunes, ce sera peut-être quelque chose à voir aussi. On note quelques premières participations à ce salon. Alors, pour ne citer que Alexandra Tremblay de Lac-au-Saumon. Alors, c'est une jeune qui a écrit La fin d'un chapitre, c'est le titre de son volume. Il y a Gervais Saint-Laurent aussi, qui est un coach de vie de Rimouski. Alors, ses écrits portent sur le mieux-être et le développement personnel. Dans les écoles, alors dans les écoles primaires, il y a Jean-Pierre Veillette de Berthierville qui est très apprécié des jeunes. C'est un clown, c'est un musicien. Alors, il va être ici dans la semaine précédant le salon. Et il y aura Samuel Larochelle, qui est un journaliste. Il sera au secondaire, donc à l'école polyvalente. Il écrit surtout pour les garçons. Et c'est lui qui a coécrit la biographie de Peter MacLeod, alors que sûrement les gens connaissent. Et il animera l'atelier d'écriture du samedi matin. Alors, on dit qu'il écrit surtout pour les garçons. Alors, de quelle façon il va les convaincre de lire, ce sera à voir. On a Véronique Gagné, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est le clown Atchoum. Alors, c'est l'invitée jeunesse du vendredi. Elle est native de Sainte-Félicité. Durant son adolescence, elle a participé à des matchs d'impro, elle a fait du théâtre, elle a travaillé dans un milieu de cirque. Alors, depuis 2004, ça l'a amenée à incarner Atchoum à plein temps et elle parcourt le Québec accompagnée de ses musiciens rock. Ses plateformes de travail sont la musique, la scène, le cinéma et le web avec les tordus. Et elle dit qu'elle écrit des paroles pour les petits avec des airs pour les grands, sur des airs pour les grands. Alors, ce sera à voir. Chantal, toute une surprise que tu as reçu une invitation pour être présidente d'honneur du Salon des mots de la Matapédia. Dis-moi, comment tu prends ça? Comment tu vas vivre ça? Bien, c'est un peu une surprise, hein, évidemment. Moi, je ne suis pas écrivaine. Je chante très peu souvent et peu de gens peuvent dire de m'avoir entendu chanter. Je ne crois pas avoir une belle voix. Mais ceci dit, on m'a approchée et j'ai un peu, me suis questionnée un peu pourquoi moi. Et en discutant avec les gens, tout ça, bien, on en est venu à faire comme un peu le constat que mon art à moi, c'est la parole. C'est l'art de la conversation, l'art de la discussion. Donc, d'où le thème aussi, un peu, là, quand les gens disent dont les mots coulent dans la vallée. C'est un peu de là que vient cette inspiration-là. Et oui, c'est un très grand honneur, c'est plaisant. J'ai vu cet événement-là naître au tout début, je l'ai vu grandir, puis aujourd'hui, c'est vraiment un événement majeur dans la Matapédia. C'est quelque chose de vraiment plaisant. Puis ça vient me toucher parce que pour moi, la lecture, le partage avec les jeunes, avec les plus grands aussi, c'est tellement un beau monde, c'est tellement plaisant. Donc, effectivement, ça vient me toucher. Puis, ce qui n'est pas négligeable aussi, bien, j'ai déjà été résidente de Sébec quelques années quand même. Alors, c'est sûr que la communauté vient de me voir pour ça. Bien, oui, ça fait une petite fleur et c'est un peu dur des fois à le prendre, ces hommages-là, mais en même temps, c'est tellement une belle reconnaissance qu'il faut savoir l'apprécier et le prendre. Puis un autre événement pour lequel c'est devenu une habitude pour toi d'être présidente d'honneur, le Relais pour la vie. Encore cette année, tu as décidé de t'impliquer dans ce mouvement-là. Dis-moi, comment ça va se passer cette année? Qu'est-ce que tu anticipes? Bien, c'est la 5e année, effectivement. Donc, depuis la première édition, donc c'est ma 5e année comme présidente d'honneur aussi. Il y a un comité superbe, comité d'organisation. Puis c'est toujours
peu importe l'événement, le comité organisateur y est pour beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est un concept. Le relais pour la vie, c'est vraiment une marche de nuit. Donc, c'est sûr que le concept ne change pas vraiment. C'est toujours le même concept qui fait un peu allusion justement au fait que la maladie nous frappe à n'importe quel moment, puis pas nécessairement dans un moment approprié. Donc, c'est pour ça qu'on fait la marche toute la nuit. On le fait pour les gens qui nous ont quittés, qui se sont battus pour le cancer. Pour les gens qui sont encore avec nous, qui se sont battus également, mais qui ont gagné, ou en tout cas qui sont en marche vers la guérison. Donc, c'est pour ça, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai été très affectée par la maladie du cancer. Pas moi personnellement, mais des membres de ma famille très proches. Alors, pour moi, c'est un engagement, c'est quelque chose qui est important, mais évidemment... Écoutez, c'est dur de lâcher un peu l'implication dans des événements comme ça qui viennent te chercher puis qui sont pour une cause à laquelle tu te dévoues aussi. Donc, encore aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un, plus qu'on voit l'avancée de cette maladie-là, il y a toujours quelqu'un qu'on connaît, toujours quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, qui se bat ou qui nous quitte. À cause de cette maladie-là. Donc, pour moi, c'est très important. C'est un événement qui a lieu toujours au Parc du Centenaire. C'est un événement où les gens peuvent s'inscrire par des équipes, peuvent venir faire du bénévolat, peuvent acheter leur luminaire en mémoire ou en l'honneur de quelqu'un qui a vécu ou qui est décédé du cancer. Donc, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les gens, dépendamment de l'implication qu'on veut y faire, de l'implication qu'on est prêt à y mettre ou à y donner. Bien, le Relais pour la vie, c'est un événement où on peut s'inscrire. On peut y assister aussi, donner des dons en ligne. C'est possible d'avoir toutes les informations, j'imagine, sur la page Facebook, le site Internet. Effectivement, puis on a aussi des affiches qui se promènent un peu dans la vallée, mais le numéro de téléphone, le 629-5757. Donc, c'est Gaston Dubé, notre président du comité organisateur, qui s'offrera un plaisir de répondre aux questions. Et là, il n'est pas au courant que je le dis publiquement, mais son numéro est quand même sur l'affiche et tout ça. Puis évidemment, bien, les gens savent où me joindre aussi, fait que ça me fera plaisir si je peux leur répondre, leur donner un coup de pouce. Mais effectivement, la page Facebook, c'est aussi... ou sur Internet, là, la page du Relais pour la vie est là aussi. Donc, il y a toujours plein de contacts qu'on peut faire pour avoir les réponses à ces questions. Juste en terminant, combien qu'il y avait d'équipes l'an passé? Oh là là! C'est un... J'ai un blanc de mémoire. Le montant amassé... C'est dans les 75 000, un peu plus de 75 000 $. C'est sûr qu'à chaque année, des fois, les gens disent, bon, la première année, on a atteint un 100 000 à un moment donné aussi. Mais au global, depuis les 5 dernières années, on est pas loin de 300, un peu plus de 300 000 $ qui a été donné. Évidemment, ces sous-là vont pour la recherche. Donc, c'est sûr que les avancées qu'on fait en termes de recherche, bien, c'est des avancées pour les gens qui va leur être transmis par la médication, par les traitements et tout ça. Donc, c'est très important. Voilà, mais cette année, les objectifs sont sensiblement les mêmes. On essaie toujours, mais écoutez, peu importe le montant qu'on amasse, l'important, c'est de faire notre contribution puis d'être là pour vivre ce moment-là aussi. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir. Les maternelles 4 ans étaient déjà présentes sur le territoire, mais avec l'élection du gouvernement de François Legault, elles se sont multipliées dans plusieurs municipalités de notre région. Déjà, le service était disponible à l'école Caron-d'Amqui et Sainte-Marie-de-Sébec. 5 autres classes s'ajouteront à ces écoles. Saint-Rosaire de Cozapscal, Sainte-Ursule à Amqui, la Volière de Saint-Noël, l'école primaire de Saint-Arcius et l'école primaire de Saint-Léon-le-Grand. Émilie Boulay-Chouinard a rencontré la directrice du CPE Les Petits Flots d'Amqui en lien avec cette même clientèle visée. On est bien content de venir ici au CPE. On sent une espèce de... On retombe en enfance quand on rentre ici, hein? Oui, sûrement. Mais c'est bien aussi, ça garde jeune. Oui, c'est ton quotidien à tous les jours, toi, d'être entouré de jouets. Tous les jours, j'entends des petits cris, des petits pleurs, des petits rires. C'est le fun. Oui, hein? Ça garde le cœur jeune. C'est ça. Doris, on est ici parce que on entend beaucoup parler dans les médias la maternelle 4 ans. Puis là, on veut démystifier un peu c'est quoi la maternelle 4 ans et surtout
c'est quoi les avantages du CPE versus la maternelle 4 ans? J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du groupe de 4 ans ici. C'est les sortants, en fait, de la garderie. Comment ça fonctionne? OK. Bien, nous, on a le droit d'en avoir jusqu'à 10 dans ce local-là. Ça dépend des années si on a beaucoup de 4 ans, parce qu'il faut vraiment qu'ils aient leurs 4 ans au 32 septembre. OK. Donc, cette année, on en a 10. Puis, on en avait plus que supposé. Fait qu'on a 13 finissants cette année. OK. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est un peu une pré-maternelle, je dirais. Ils vont faire la même chose, là. Au niveau du programme éducatif, ça se ressemble beaucoup. Sauf que, c'est ça, tu sais, on n'a pas de mandat clair que l'enfant doit savoir découper ou savoir tracer ses lettres, écrire son nom. On n'a pas ça. OK. Il le voit, mais c'est pas automatique que je peux pas vous garantir que votre enfant va savoir écrire son nom à la fin de ses années au CPE. OK. Ils sont ici pour jouer, apprennent par le jeu, ils vont beaucoup à l'extérieur, les plages horaires, dans le fond, ils arrivent le matin. Souvent, ils jouent ensemble ici, dans la salle où est-ce qu'on se trouve, qui est la salle multi. Après ça va être la collation. Après ça, ils s'en vont dans leur local, tous séparés en groupes d'âge. OK. Puis, pardon, ils vont faire des activités là, ensemble, là, adaptées à leur âge, ou ils vont dehors si la température le permet, bien sûr. Dehors, on a une magnifique piste cyclable, que c'est pas tous les CPE qui ont la chance d'avoir. Après ça, il y a jeux moteurs. Ici, dans notre groupe de 4 ans, c'est le seul local qui a un ordinateur. Ils ont le droit à tant de minutes par jour, c'est 7 minutes par enfant. OK. C'est pas très... Mais ça quand même permet de les apprivoiser avec la souris. Ben puis, oui. des petits jeux éducatifs comme Adibou, des choses comme ça. OK. Après ça, le dîner, la période de repos. Ils ne sont pas obligés de dormir, mais il y en a qui en sentent le besoin. Puis après ça, ben c'est le retour en grand groupe, puis après l'arrivée des parents. Ça se passe quand même, tu sais, je vous dis ça vite, là, mais il y a le temps de s'en passer beaucoup de choses dans une journée. Tout à fait. Donc, de ce que je comprends, en fait, c'est que il y a des périodes où tous les groupes d'âge sont ensemble, puis il y a des périodes où chaque groupe d'âge sont séparés. C'est un peu ça la différence avec le milieu familial. Oui, absolument, parce qu'ici, c'est ça, là, ils sont en général dans leur groupe avec leur âge, sauf au moment où ils sont dehors, puis à la période des repas où ils sont de 3 ans à 5 ans. OK. Ouais. OK. Puis le groupe de 4 ans, c'est 10 pour une éducatrice. Oui, absolument. Okay. Alors qu'à l'école, ben, je crois que ça peut être 17 élèves. Là. Tu sais, je ne veux pas m'avancer dans les chiffres, mais c'est beaucoup plus nombreux là, pour une éducatrice. Là. Je crois que c'est 1 pour 20 là, pour ce groupe-là. OK. Puis dans le fond, tu as parlé un petit peu pas des avantages, mais qu'ici, il n'y avait pas d'exigence ministérielle. C'est un peu ça la différence aussi avec l'école versus ici, qui est un milieu beaucoup plus... libre, je vais dire, d'exigence, en fait? Oui, d'exigence, mais il y a quand même la routine, tu sais, qui est je sais pas comment dire, mais qui vont acquérir très jeunes. Oui. Tu sais, dans le fond, la période du repas, le lavage des mains, le ci, le ça, comme à l'école. C'est une mini-école, dans le fond. Mais ils apprennent beaucoup plus par le jeu que par des choses très strictes, comme, tu sais, mais ils vont voir les chiffres, mais d'une autre façon, en jouant, en comptant, en comptine. Fait que c'est moins rigide, un peu. Donc ici, il y a une particularité aussi pour les finissants. Hein? Doris, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Ma fille a vécu ça, cette soirée de finissante. Oui, ça fait à peu près 3 ans qu'on a intégré ça. On appelle ça notre bal de finissants, où ils ont chacun leur chapeau qu'on leur fait faire, un vrai mortier. Oui. Puis il y a la lancée du chapeau officiel. Et on invite les parents à venir prendre un petit repas avec nous. Ça leur permet de goûter qu'est-ce que leur enfant mange au quotidien au CPE. Oui. On leur donne un diplôme, puis on leur fait un petit bien cuit sur chacun des enfants là, ça fait une petite fête là, qui est, je dirais, pour les parents, là, ça veut dire quelque chose. Surtout quand notre dernier quitte le CPE, ça veut dire quelque chose. Là. Vraiment, pour l'avoir vécu, c'était très touchant et émotif, cette soirée-là, pour nous. Aussi, je devrais préciser que pour nos 4 ans, ça fait 2 ans qu'on offre des cours d'anglais aux enfants. Okay. Ouais, ça fait à raison de 10 cours d'1 heure. Les enfants suivent c'est la base, mais vous allez me dire, mais c'est des vraies petites éponges à cet âge-là. Ah, c'est super. Déjà, à Noël, ils nous disaient leurs couleurs, les parties du corps. Il était très bon.
Wow! Fait que ça, on offre ça. Je veux pas enlever rien à l'école, mais ça, nous, c'est un petit quelque chose, un petit plus qu'on est capable de se permettre grâce à une subvention spéciale qui permet d'offrir ce petit côté-là à nos grands, là. OK. Seulement nos grands. Ben oui, un petit privilège de grand. C'est ça. Parle-nous un peu du CPE en général. Vous avez combien d'enfants ici? Combien d'éducatrices? En chiffres. Okay. On a 45 enfants présentement ici au CPE Les Tiflots sur la rue Saint-Augustin. Oui. On a 6 éducatrices à temps plein, 7 à temps plein, mais 6 titulaires de groupe. De groupe, OK. Ouais, parce qu'on a 6 groupes différents. Ça représente, je pense que j'ai 12 éducatrices en tout là, qui font les remplacements, les journées de congé, tout ça. Puis, c'est pas assez. C'est pas assez pour la vallée parce qu'on a une liste d'attente de 98 noms présentement. Wow, OK. Elle a déjà été plus grosse, Ouais. mais là, ça crie, là. Les gens nous appellent puis ils sont désespérés, ils reprennent le travail, il n'y a pas de place. On a reçu, nous, en 2013, des places supplémentaires qui nous avaient été mis stand-by pour quelques temps. Puis là, c'est reparti. OK. Fait que dans le fond, ils nous ont offert de repartir nos places parce que j'avais refusé de les remettre. Puis là, c'est 39 places supplémentaires qui ont été accordées pour Amqui, mais ils nous demandent de se tourner vers une location au lieu d'une construction neuve. OK. La location, on est en pour parler avec les gens de la fabrique d'Amqui. Je suis peut-être en train de dire un scoop, mais on espère, on se croise très beaucoup les doigts que ça devrait avoir lieu dans cette bâtisse-là, qui est magnifique, qui est très bien entretenue, que ce serait l'aménagement intérieur, puis on serait là pour un minimum de 10 ans. On signera un bail, probablement plus, mais ça les assure, les gens de la fabrique, qu'on serait là pour un bon petit bout. Fait que les deux parties trouvent leur compte, puis la ville embarque avec nous, serait bien heureux là-dedans. OK. Donc, 39 places supplémentaires, ça implique des places bébés, c'est ça qui est le pire, là, hein? Oui, c'est ça qui est le pire, mais malheureusement, pour ce projet-là, on a eu 5 places d'attribuer. OK. Je suis en train de travailler sur des places supplémentaires. Je sais pas, là, à ce moment-ci, là, c'est vraiment un scoop que je vous dis. J'espérais avoir 21 places de plus aussi dans ce CPE-là. C'est-à-dire au presbytère, parce qu'il y a la place pour les accueillir, qui seraient spécifiques pour les milieux d'études. C'est-à-dire que ce seraient des places soit réservées pour les gens qui étudient au cégep, qui ont des enfants, ou aussi en alternance, là, travail-études, puis les stages pourraient se faire là, parce qu'il faut partir une cohorte pour former des gens pour travailler dans ce CPE-là. Oui. Fait que ça pourrait ressembler à ça. Fait que ça pourrait être 60 places. Oh là là! Ouais. Donc, ça ferait du bien à la région, là. Ah oui, très beaucoup, mais là, il va toujours avoir un petit peu d'enfants en suspens, mais le temps d'attente serait beaucoup moins long. Oui, tout à fait. Pendant qu'on se parlait, je viens d'avoir comme une idée de positif à avoir son enfant, peu importe, là, mais de 4 ans, on va le dire. Ici, dans les CPE, l'été, c'est ouvert. Hein, Doris? Oui. On ferme pas, nous. Non, jamais, on ferme pas. Non, on ferme aux fériés, comme à peu près n'importe quelle institution. Mais sinon, nous, on est ouvert. Il y a pas... Les filles ne prennent pas toutes leurs vacances en même temps à construction. Donc, nous, on est ouvert, là. Puis parce que pour les 4 ans, ils ne peuvent pas aller au camp de jour, hein? Non. C'est ça, puis l'école, ça finit le 22 juin. Donc, après ça, il faut s'organiser avec eux, là. C'est ça. Fait que c'est un avantage encore de venir au CPE, là, jusqu'à leurs 5 ans. Oui. Rappelle-nous, en terminant, comment on fait si on est enceinte en ce moment, on planifie avoir un enfant? Faut-tu appeler tout de suite? Faut-tu réserver 4 ans d'avance? Comment ça fonctionne? Oui, il faut appeler immédiatement. Aussitôt que vous savez que vous êtes enceinte, pas avant qu'il soit conçu quand même, mais presque. Mais dès qu'il existe, ce petit être-là, l'adresse Internet, c'est laplace tout d'un bout, là, LAPLACE 05ans.com. Fait que 0-5.com. On va l'écrire en bas de l'écran. C'est ça, c'est l'adresse pour communiquer. Il y a aussi un numéro de téléphone, là, si jamais vous voulez appeler ici. Vous pouvez parler à Julie au poste 101 qui va vous donner toutes les informations. Il faut absolument... C'est la liste d'attente centralisée pour tout le Québec. Puis il faut spécifier dans quelle région vous voulez être, là, bien entendu. Fait que c'est la bonne façon de procéder. Puis nous, quand on a des besoins, on va piger sur cette liste-là en ordre, bien entendu. Là, d'inscription. Oui. En ordre d'inscription selon le groupe d'âge qu'on cherche. Fait que peut-être que vous pouvez être dans les premiers bébés, mais si on cherche un 3 ans, ben il va passer avant vous. Si vous comprenez, c'est comme ça qu'on fonctionne. OK. Ben merci beaucoup, Doris, pour ces précisions.
je te souhaite bonne chance avec ton projet d'installation d'eau. Oui, j'en rêve. Ça fait 6 ans et demi que je suis ici, puis ça fait 6 ans et demi que j'en parle. Fait que j'ai vraiment hâte. J'imagine qu'on va se revoir parce que ça va prendre des sous pour construire ce beau CPE-là. Fait qu'on va se reparler probablement pour vous solliciter, les gens de la Matapédia, pour nous aider à avoir un beau CPE encore à Amkoui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous avons eu le plaisir de recevoir des étudiants et étudiantes du Centre d'éducation des adultes de la Vallée qui voulaient en apprendre plus sur nos professions. Ce fut un plaisir pour nous de leur montrer l'envers du décor et de leur faire expérimenter nos tâches de tous les jours. Bonjour Sonia. Bonjour Audrey. Aujourd'hui, nous avons été voir le TVC. Pourquoi tu nous as amenés ici? J'ai eu l'idée en parlant avec Émilie dans le cours d'école et je me suis dit, tiens, je vais inviter les jeunes du Centre des adultes. On va aller vous montrer c'est quoi la télévision communautaire. Elle est tellement peu connue. Je me suis dit, on va aller ouvrir les volets de c'est quoi une télévision communautaire, c'est en quoi qu'on peut travailler. Le journaliste derrière la caméra, le montage d'émissions. Bref, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis je pense que vous allez pouvoir le voir. Bien, je te remercie. De rien, ça fait plaisir. Bonjour Audrey. Nous avons visité la télévision communautaire. Puis-je savoir pourquoi ça t'intéressait? TVC communautaire, je ne savais pas trop c'était quoi. Alors, en étant aux adultes, vous m'avez permis de venir visiter. Je trouve que c'est bien parfait parce que je veux passer à un métier pour le futur. Puis le TVC, sincèrement, pour le moment, là, je le regrette pas. C'est vraiment le fun, puis j'espère pouvoir développer plus d'intérêt pour plus tard. Super, merci. Bon, bonjour Junior. Nous avons visité la télévision communautaire aujourd'hui. Puis-je savoir qu'est-ce qui t'intéressait ici? Ben, j'ai toujours été un gars qui était très sociable, aller vers les gens, puis moi, les photos puis les vidéos, puis parler au monde, puis c'est ça. Ça m'a toujours intéressé, puis c'est ça. J'ai toujours été un gars que moi, parler au monde, ça m'a jamais dérangé, puis poser des questions, n'importe quoi, comment je pourrais te dire... mettons, je sais pas moi, enregistrer des émissions ou des affaires de même. Tu sais, passer à la TV, n'importe quoi, ça m'a jamais dérangé. Ça a été une affaire que j'ai déjà voulu faire. Puis c'est ça. Junior, vous avez déjà eu de l'expérience derrière la caméra? Ouais, j'ai justement joué dans le film qu'ils ont fait pour Sébec, Tout le monde à bord. J'ai fait 2 scènes. Puis sérieusement, quand tu te dis que tu joues dans un film et que tout le monde te voit, au début, tu fais comme... Est-ce que vraiment ça me tente? Parce que c'est pas tout le monde qui aurait le courage de faire ça. Mais sérieusement, pour l'avoir fait, c'est vraiment le fun. J'ai fait une scène où c'est que je débarquais du train ici à Amkoui, le wagon qu'ils ont fait comme un musée. Puis aussi, j'ai fait une autre scène où c'est que je m'en allais à la gare. Puis c'est vraiment le fun. C'est des affaires que tu vis, je dirais. Pour moi, c'était la première fois que j'ai vécu ça, mais c'est vraiment de quoi qu'on s'attend pas. Tu sais, tu te dis comment que je fais, comment qu'il faut que je sois là-dedans. Mais quand t'es pas habitué, c'est de quoi qu'au début tu vas faire comme, mais est-ce que je devrais? Est-ce que je devrais me lancer puis m'embarquer là-dedans? Ou tu dis aussi, est-ce que vraiment j'aime ça ou si je veux pas, ou si, tu sais, il y en a qui seront jamais capables de faire ça parce que soit qu'ils sont trop gênés ou juste qui n'aiment pas être filmés ou pris en photo, mais faites-le. Si vous pouvez, faites-le. Il faut le prendre comme un défi. Ouais, c'est ça. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles est responsable du traitement et de la diffusion de l'information relative à une saine gestion des matières résiduelles. Voici M. Vincent Dufour, coordonnateur. Vincent, on va parler de l'écosite. Ça, c'est vraiment une bonne alternative quand on ne sait pas où mettre nos choses là, dans les bacs. Là, ben, c'est là que ça va la plupart du temps.
Ben, c'est en plein pour ça que ça a été créé. Dans le fond, c'est pour... Il y a des choses, des fois, qui sont trop grosses pour mettre dans les bacs. Par exemple, les encombrants. Par exemple, matériaux de construction, on refait notre galerie, on a du bois, qu'est-ce qu'on fait avec? Ou même des choses qui pourraient contaminer le bac, contaminer l'environnement quand on parle de peinture, d'huile, et choses comme ça. Donc, c'est pour ça que l'éco-centre existe. C'est pour ça que l'écocide de la Matapédia existe. Donc, tout d'abord, on va commencer en mentionnant qu'on a 3 éco-centres dans la Matapédia. On en a un à Amqui qui est situé sur Rang-Saint-Paul. Il y en a un à Sébec qui est situé sur la route Rioux. Et il y en a un à Cozapscal qui est situé sur le chemin du Rambé. Donc, qui est pas loin de Cédrico là, pour remplacer. Et puis sinon, quand on veut replacer, en général, c'est à côté d'un cimetière. Vous vous amuserez, là, vous allez remarquer ça. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de parallèle à faire entre les deux. Là. C'est simplement, c'est un peu radon. Donc, mentionné, l'éco-centre d'Amqui, lui, est ouvert à l'année. Donc, de janvier à décembre, vous pouvez aller porter vos matières et tout ça. Les 2 autres éco-centres, Cozapscal et Sébec, eux, sont ouverts pour l'été et jusqu'à la fin de l'automne. Et pour cette année, en 2019, l'ouverture des 2 éco-centres est prévue pour le 30 avril. Donc, pour les gens aux alentours de Sébec et Cozapscal, donc, vous pourrez suivre ça. Et puis, l'heure d'ouverture durant l'été de 9h à 17h pour aller porter vos matières. Comment ça marche? C'est une partie importante. Donc, l'important, c'est quand vous êtes à la maison, quand vous dévisez vos matières, quand vous les chargez dans votre véhicule ou dans votre remorque, c'est que ça soit déjà trié. Ça entraîne une grosse problématique. Les gens, des fois, ça arrive un peu pêle-mêle. Vous allez faire ça une fois, je vous le dis, là, parce que quand vous allez arriver à l'éco-centre, vous allez devoir circuler plusieurs fois pour pouvoir tout démancher vos choses. Donc, vous triez ça bien une fois à la maison. Vous allez à l'éco-centre. Si jamais vous avez un permis de construction, amenez-le pour pouvoir montrer que, oui, vous êtes résident de la Matapédia, oui, vous avez un permis de construction qui montre que les matières, par exemple, si vous avez fait une galerie, une cuisine, proviennent d'où. Donc, vous amenez ça. Puis après ça, le préposé va vous indiquer où votre matière va. Donc, ça, c'est simple que ça. Puis quand c'est fait, vous repartez avec un sourire. Donc... Oui. Puis c'est vrai que, bon... en plus, c'est à distance, là, les objets qu'on peut mettre là, selon les catégories. Là. Donc, se déplacer avec l'auto, puis en revenir, des fois, c'est pesant. Fait que c'est vrai que c'est important de les séparer. Ben voilà, puis ça entraîne beaucoup de problématiques de retard parce qu'il y a beaucoup d'achalandage durant les grosses périodes. On en a vu des files d'attente qui étaient extrêmement longues. Puis, dans le fond, c'est ça, lorsque les gens ne trient pas, il faut qu'ils repassent plusieurs fois la boucle sur la plateforme pour pouvoir vider aux bons endroits. Puis ça entraîne du retard pour tout le monde. Donc, évidemment, on essaie d'être le plus efficace possible. Après ça, ces matières-là, bien évidemment, quelle matière qu'on amène, la partie importante. Matériaux de construction, gel, bois. Entre autres, les bardeaux d'asphalte aussi. Après ça, les métaux, aluminium, fer et tout ça. Les encombrants, évidemment, c'est comme je dis, si ça ne rentre pas dans la poubelle, on va le porter là. Appareils électroniques, électriques, on va porter ça à l'éco-centre. Les pneus aussi, 48 pouces et moins. Ça, c'est important parce que ça fait partie... C'est balisé, là, c'est recycle-pneus. C'est la même chose que quand vous allez au garage, là, quand votre garagiste les garde les pneus, là, c'est la même chose. C'est le 3 $ des coffrets que vous payez sur chaque pneu là, qui Mais ils ne doivent pas être sur la partie en métal, non, parce que ça, il faut la faire séparer là, au garage. Voilà, exactement, seulement le pneu. Après ça, les résidus domestiques dangereux, peinture, teinture, huile, donc les batteries également. Il fallait porter cela pour que ça soit valorisé correctement. Les résidus verts, les branches, les feuilles mortes et tout ça. Plusieurs choses de plus. Au pire, vous allez voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Puis ça passe aussi, des fois, on a des articles qui peuvent être désuets pour nous, revendables. Des fois, en allant n'importe là, ils vont avoir de la revente. Donc, vous pouvez aller voir également. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, qu'est-ce que vos matières deviennent après aussi? Je pense que c'est intéressant. Ben oui, c'était ma prochaine question. Donc, dans le fond, ben, le bois et tout ça, les matériaux de construction, c'est envoyé dans des centres de tri de matériaux secs pour être revalorisé. Donc, ça peut être revalorisé de différentes façons. Là. Le bois peut être utilisé, par exemple, donner un exemple de Panval qui peut prendre des copeaux de bois pour leur cheminée. On peut prendre pour le bardeau d'asphalte aussi, là,
là, ça peut être remis dans l'asphalte, ça peut être toutes sortes de différentes façons. Le but de tout ça, c'est de, un, respecter l'environnement par une bonne valorisation des matières, puis de deux, réduire les coûts, parce que ça coûte moins cher le traitement qu'on va faire que si on l'avait envoyé à l'enfouissement. Donc, on est comme doublement gagnant en envoyant nos matières à l'écocentre. Puis, si on se demande des fois, bon, si ça va à l'écosite, si c'est récupérable, est-ce qu'on peut aller sur le site web pour voir collecte de tri? Mais dans le fond, l'écosite de la Matapédia, un site web qui est écositedelamatapedia.ca. Ou sinon, vous pouvez téléphoner au 418-629-4224, 4224. Vous pouvez les téléphoner, poser vos questions, puis vous allez savoir. Il y a même, par exemple, vous voulez charger votre remorque de la façon la plus efficace. Il y a même un petit diagramme qui vous dit comment vous devriez mettre vos matières pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, vous pouvez aller voir ça. Puis en même temps, si ça vous intéresse de voir plus loin, il y a des statistiques aussi de c'est quoi le tonnage annuel, parce qu'il faut penser, les écosites de la Matapédia, si on compare avec, par exemple, le bac bleu et le bac brun, vont valoriser plus de matière que le bac bleu et le bac brun. Donc, si on prend le tonnage, ils vont éviter à l'enfouissement plus de matière que le bac bleu et le bac brun ensemble. Là. Ça fait que c'est pas rien. Là. Donc, c'est quand même un gros morceau essentiel de la gestion des matières résiduelles. Puis, c'est ça, si vous êtes intéressé à voir ces statistiques-là, ils sont disponibles sur écositedelamatapedia.ca. Vraiment intéressant, Vincent. Merci beaucoup. Merci. Pour de l'information sur votre bac bleu, bac brun, écocentre, point de dépôt et plus encore, visitez le www.ecoregie.ca ou encore téléphonez au 88 629 2053, poste 1138. Avez-vous déjà vu l'intérieur d'un moteur? Eh bien, ici, à l'Écocentre, ils le font tous les jours parce qu'ils ressortent chaque composante, ils trient, ils récupèrent pour que ça coûte le moins cher possible à la MRC de la Matapédia. Nous en discutons avec Luc Massé. Monsieur Vincent, on est ici pour parler de l'écocentre ici à Amkoui, que là, les heures d'ouverture vont revenir à la normale. Il y a aussi Sébec et Cozapscal. C'est en plein ça. Fait que l'écosite de la Matapédia, l'été, il y a un horaire estival, puis l'hiver, il y a un horaire hivernal. À partir du mois de mai, début mai, les 3 écocentres vont ouvrir en alternance pour Sébec et Cozapscal. Et Amkoui, ben, il va être ouvert comme d'habitude à l'année. Donc cet été, c'est de 9 h le matin à 17 h le soir, à partir du mois de mai jusqu'au début novembre. Et c'est vraiment important ce que vous faites ici parce que c'est du tri, de la sélection qui fait en sorte qu'on envoie beaucoup moins à l'enfouissement, ce qui engendre des coûts énormes pour la MRC. Dites-moi, comment que ça fonctionne là, quand les gens arrivent ici? Vous les prenez déjà en charge dès l'arrivée? Hein? Exactement. Comment que ça fonctionne un écocentre à Amkoui? Même les 3 autres écocentres fonctionnent, les 2 autres écocentres fonctionnent de la même manière. Donc, il y a une entrée et à l'entrée, mais il y a une porte d'entrée, c'est comme notre maison. Hein? Il y a un automobile qui arrive, qui vient cogner à notre porte. Nous, avant d'ouvrir notre porte, mais on veut savoir c'est qui. Hein? Donc, il arrive, puis on va lui poser quelques questions. Pas trop, mais quelques questions. Parce que sinon, si on lui pose trop de questions, bien, à un moment donné, il ne sait plus ce qu'il doit aller. Donc, il arrive à notre porte. On lui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Là, il va nous dire j'ai tel produit, tel type de matière. Nous, à partir de ce moment-là, bien, on va le diriger dans un emplacement. Exemple, si le monsieur a du bois, du métal, du bardeau d'asphalte, du CRD, bien, on va tout démêler ça. Lui, nous, le préposé à l'accueil, va lui donner des instructions de travail, va le diriger. En même temps, il va l'informer sur les coûts, hein, lui donner de l'information comme un écosite un écocentre, ça coûte des sous. Donc, tout en démêlant ses affaires, on va l'informer des coûts. Surtout ça, parce qu'on met beaucoup d'emphase sur les coûts. Hein? Oui. Comme on parlait ici, on voit les différents chiffres, c'est différentes sortes de matériaux.
comme ici, par exemple, il faut faire en sorte que ça soit bien compacté pour que ça coûte moins cher. Exactement. Ici, on a un conteneur de CRD. CRD, c'est de la construction, rénovation et démolition. Dans ce type de matière-là, il y a dans le CRD, il y a du G-Broc. Il y a du bois qui est contaminé avec du prolore ou qui se décortique pas, là, qui se défait pas. Il y a des toilettes, la porcelaine. C'est des choses où les centres de tri qui sont équipés pour défaire toute cette matière-là. Donc, ça s'en va là. Mais si on envoie ça là, ça coûte beaucoup moins cher, même si ça coûte du transport, même si que de l'envoyer tout à l'enfouissement. Là. Exactement. Le nerf de la guerre pour l'écocide de la Matapédia, ben c'est le tri. OK? Les clients arrivent ici, puis il faut trier. Pourquoi qu'on trie? Pour que ça coûte moins cher. Et comment qu'on fait pour que ça coûte moins cher? Mais chaque type de produit, de matière résiduelle ou a un coût. Comme le CRD, ça coûte, exemple, pour se départir, 95 $ la tonne, plus le transport qu'il faut payer pour emporter cette matière-là. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est le déchet ultime. C'est les déchets qu'on va enfouir. Fait que c'est 200 $ et plus à enfouir une tonne. Donc, nous, notre objectif, c'est de bien dépenser nos sous. Donc, on va essayer de trier au maximum qu'est-ce qu'on peut trier, qu'est-ce qu'on peut se départir avec des fournisseurs. On ne peut pas tout récupérer les matières parce qu'il y a des fois qu'il n'y a pas de preneur pour cette matière-là. Donc, s'il n'y a pas de preneur pour cette matière-là, faut l'enfouir, là, malheureusement. Mais vous prenez même la peine, par exemple, de démanteler une pelle, le faire par un employé, parce que en évitant de l'envoyer à l'enfouissement, ça paye un salaire à un employé pour démanteler la pelle. Exactement. Si on pourrait prendre ça, puis peut-être pas le bon produit là, pour dire qu'on va l'enfouir, là, parce que... Elle est quand même récupérable. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut peut-être la vendre de même à quelqu'un. Sinon, on pourrait la prendre puis on pourrait l'envoyer dans le déchet ultime, donc qui coûte 200 $ la tonne, ou qu'on prend l'argent qu'on va économiser en ne le mettant pas dans les déchets ultimes, mais on va payer un employé pour la défaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va récupérer l'aluminium, qui est un métaux non ferreux. Après ça, si le manche est bon, on va peut-être le vendre. Si le manche n'est pas bon, s'il n'y a rien de bon là-dedans, on va récupérer le bois, qu'on va l'envoyer dans le bois, et le manche qu'on va envoyer dans le métal, et la pelle, en fin de compte, qu'on va envoyer dans les métaux non ferreux. Donc, on va avoir des sous pour ça. Le bois va avoir coûté beaucoup moins. Ça veut dire, pour s'en départir, récupérer du bois, ça coûte moins cher que l'enfouir. Puis le manche, on va faire des sous avec aussi pour la revente de ce métal-là. Donc, on voit qu'il y a toujours façon d'économiser en récupérant. Et, il y a aussi des objets que vous gardez ici à vendre, carrément. Là, comme on voit, la pelle, elle pourrait être vendue. Il y a d'autres choses aussi que c'est pas annoncé nulle part. Il faut vraiment venir sur les lieux. Exactement. Il y a beaucoup de choses, comment que je pourrais dire, dont l'économie circulaire, OK? Donc, on reçoit regardez, à votre gauche, il y a des chaises qui ont été emportées par une entreprise. Donc, ces chaises-là, si possible, on va essayer de les revendre à l'unité, à des gens. Sinon, on va les démanteler pour récupérer le fer et les dossiers, et ainsi de suite, mais les autres vont s'en aller en l'enfouissement. On a beaucoup de pièces, de poêles, de frigidaires, ce que vous avez à la maison, là, il y a probablement qu'on l'a ici.
Parce qu'on cherche un peu partout, des fois, des pièces qui se vendent plus, un peu démodées ou... C'est ça. Mais comment que je pourrais dire? Donc, il y a des bureaux. Puis il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons, puis comme des vieilles affaires là-dedans. Les autres, ils amènent ça ici, puis ils pensent que ça n'a pas de valeur ou n'importe quoi. Bien, nous autres, on va le récupérer. On va le mettre là. Puis il y a quelqu'un sûrement qui va vouloir l'acquérir, puis à moindre coût. Là. On a quand même de l'antiquité, quand même, un petit peu. Mais ici, c'est surtout pour les citoyens. Hein? Ouais. Les entrepreneurs, c'est pas vraiment ici qu'ils peuvent venir. Bien, c'est parce que les écocentres ne sont pas faits vraiment pour recevoir des gros volumes. Un entrepreneur qui arriverait ici avec un 10 roues, on ne peut pas l'accueillir parce qu'on n'a pas de place pour cette matière-là. Et aussi, l'entrepreneur, des fois, tout est mêlé. Hein? Puis les autres, quand ils font de la construction, puis ainsi de suite, mais ils mettent ça dans le même bac. Puis nous autres, on n'a pas de place, on n'a pas d'endroit pour trier ça. On est peut-être un peu restreint dans l'emplacement. Peut-être qu'à un moment donné, on va offrir le service, là, mais pour le moment, on aime moins ça. T'sais. Puis les entrepreneurs aussi aiment moins ça, commencer à trier, parce qu'on oblige les gens à trier, t'sais, pour sauver des coûts, encore une fois. Puis si on veut avoir plus d'informations, il y a quand même un site Internet, écorégie.ca. Puis il y a... c'est quoi à part de ça? Il y a le téléphone ici quand même? Oui, on a un service téléphonique avec un répondeur qui dit les heures d'ouverture pour chaque écocentre. Ça, c'est à l'année. On a un site Internet, c'est le www.ecosite-de-la-matapédia.ca. Là-dedans, bien, il y a beaucoup d'informations, quelques statistiques de tonnage, de coûts et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qu'on récupère pas, les calendriers des heures d'ouverture pour les 3 écocentres et ainsi de suite. Oui, on est quand même pas si pire. Alors, merci beaucoup pour déjà toutes ces informations, puis on vous souhaite une belle saison. Bien, merci beaucoup. Le 18 mars dernier, Michel McNicol, porte-parole du comité Vigie Santé Matapédien, annonçait en compagnie de Chantal Lavoie, préfet, que la MRC de la Matapédia allait reprendre le flambeau dans le dossier de la santé pour donner une force politique au comité. Nous avons attendu quelques semaines avant de vous présenter cette annonce pour savoir comment allait évoluer ce dossier. Bonne nouvelle, Mme Chantal Lavoie nous a confirmé qu'un nouveau comité avait été formé et que Mme Isabelle Malo, présidente directrice générale du CI3S, avait été contactée. Cette dernière était justement présente à Lac-aux-Saumons le 24 avril dernier puisque la séance régulière du CI3S se tenait au CHSLD de Lac-aux-Saumons. Voici l'annonce qui avait été faite. Je vais essayer de faire un bref historique quand même du comité Vigie Santé, d'où ça vient. En fait, quand c'est des citoyens en allant à notre hôpital à Amkoui pour des soins, sont aperçus qu'il y avait réellement une problématique, que ça allait pas bien dans le système. Donc, vous savez un peu pourquoi. Je pense que le gouvernement du Parti libéral, il a été d'une façon où tout le monde qui travaillait dans les soins de santé, c'était réellement pénible. Il y avait des problèmes qui étaient là, mais il n'y avait pas personne qui sentait qu'il pouvait dire un mot dans ça. Ceux qui travaillaient dans les milieux hospitaliers et dans les soins de santé ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient peur de leur emploi. Donc, il y avait réellement une problématique qui nous dépassait aussi parce que les soins de santé, c'est pas le citoyen qui dit un mot là-dessus. Anciennement, on avait, dans le temps du C3S, on avait un conseil d'administration où il y avait du monde de la vallée, où on pouvait savoir des choses. On ne savait plus rien. Donc, c'est parti de des citoyens qui se disaient, bon, on s'informe-tu pour savoir c'est quoi qui arrive avec ça? Bien, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, on a formé un comité, on a été chercher du monde pour avoir les informations un peu à tous les niveaux qui pouvaient toucher à ce dossier-là des soins de santé. On ne savait pas trop, on est parti avec ça. On va y aller avec Vigie Santé est drôlement satisfait du rôle que la MRC de la Matapédia avec son conseil des maires, là, des fois on dit ça a l'air têteux de dire des affaires de même, mais mon Dieu,
Le politique embarqué avec Vigie, avec les citoyens, c'est un exemple que je pense que toutes les MRC du Québec devraient suivre quand il y a des citoyens qui viennent voir leur gouvernement régional, qu'il y ait une écoute. Bien, si on a l'écoute, puis de pouvoir travailler, puis c'est de même, je pense qu'on va pouvoir arriver à quelque chose. Donc, Vigie, pourquoi faire des réunions, pourquoi faire des ci, pourquoi faire toutes ces choses-là quand la game, elle va jouer d'une façon politique? Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est de dire, bien regarde, si la game se joue politique, bien là, let's go, on va y aller, puis c'est avec nos politiciens, avec notre MRC, qu'on peut en arriver à faire quelque chose. Donc, Vigie va porter réellement son nom en termes de comité qui, la lumière est allumée, mais il y a un rhéostat, puis elle n'est pas au bout. Tu sais? Il y a une lueur, on est là, ça va toujours, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le temps. Je pense que le rôle est comme ça, parce qu'un comité de citoyens, on ne se réunira pas à tous les mois si c'est pas obligatoire. Ce comité-là ne restera pas aussi actif si c'est pas obligatoire. Je pense qu'à un moment donné, il faut être logique, pas s'user, puis on ne commencera pas à tricoter, là. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, ce comité de citoyens-là, c'est pour faire de quoi, ce qu'il y a de quoi à faire, et avec son politique. Donc, aujourd'hui, et là, je vais passer la parole à Chantal, on est rendu à un point où Vigie Santé reste en vie, va collaborer, bien entendu, avec la MRC au niveau des soins de santé. On va voir qu'est-ce qui va se passer, comment Vigie va aller dans le temps, on verra bien, mais on sait que pour l'instant, la game, c'est politique. Le 18 mars, aujourd'hui, c'est très symbolique. C'est une symbolique importante. C'est pourquoi on a choisi cette journée-là aujourd'hui pour vous rassembler. 18 mars où, comme le disait Michel précédemment, autour de 250 personnes sont venues de la population, des citoyens, des élus, des gens, des intervenants aussi du monde de la santé qui étaient présents, qui sont venus manifester, sont venus un peu partager leurs préoccupations et leurs désirs pour l'action pour la santé dans la Matapédia. Donc, effectivement, on a réalisé au cours des derniers mois, même de la dernière année, je devrais dire, que le politique est l'interlocuteur qui a été choisi pour parler de santé. Le comité citoyen s'est confronté à plusieurs fins de non-recevoir de par le fait que c'était justement un comité de citoyens. Donc, évidemment, les élus de la Matapédia, je pense qu'il faut le rappeler, sont très préoccupés par le dossier de la desserte et la qualité de service des soins de santé sur le territoire. Ça, c'est un incontournable pour nous. Il faut se rappeler aussi que la MRC a soutenu le comité depuis le début de ses démarches. D'ailleurs, on avait 2 représentants qui sont ici parmi nous aujourd'hui, qui ont siégé au sein du comité. Donc, il y avait M. Damour, M. Fournier. Évidemment, sur l'ancien conseil, il y avait des prédécesseurs aussi, mais ces gens-là se sont greffés depuis les dernières élections municipales. Donc, évidemment, on a aussi une ressource, pour ne pas la nommer, Stéphane, qui a quand même accompagné assez régulièrement le comité. Et lors du fameux forum, on a eu aussi des gens, Stéphane et une autre employée, là, Isabelle, qui ont porté un grand effort pour soutenir cette démarche-là. La MRC reconnaît que le dossier a pris un tournant politique et important, donc c'est pour ça aussi qu'on accepte avec beaucoup d'humilité les belles paroles et le mandat qui nous est confié. On était déjà sur le mandat, mais on comprend aujourd'hui que le comité Vigie dit vous êtes dorénavant les leaders de façon plus importante. Donc, la MRC désire effectivement assurer un suivi des recommandations qui proviennent des travaux du comité Vigie. Donc, autant au niveau du forum citoyen, parce que je dis toujours chantier, mais c'est dans d'autres secteurs d'activité qu'on fait des chantiers. Dans ce cas-ci, c'est un forum. Et évidemment, on parlait des 6 recommandations du forum là, qui ont été déterminées comme les plus importantes aussi, sans négliger les autres, évidemment, mais c'est parce qu'il y avait du moyen, du court et du long terme. Alors, on a travaillé plus sur le court terme. Là, on envisage le moyen aussi. Et l'étude d'impact là, qui a été déposée au conseil de la MRC, là aussi, il y a quelques temps, là, ça fait pas tellement longtemps. Donc, je pense qu'il faut évidemment, au nom de la MRC, je vais en profiter pour remercier les membres du comité Vigie pour le travail bénévole. Hein. Je pense que c'est très important de le souligner. Ces gens-là se sont investis
de toutes les façons, mais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'énergie, de façon bénévole. Et ça, je pense que pour les gens de la MRC, c'est très important parce que ces gens-là, on sait que quand ils s'investissent évidemment beaucoup, et aussi de la confiance que vous nous témoignez en étant ici aujourd'hui avec nous, à nos côtés, puis en maintenant la veille, évidemment, on comprend bien. Donc, pour la suite des choses, le Conseil de la MRC a déjà nommé, on le disait tout à l'heure, le comité de travail qui s'appelle le comité santé MRC, parmi les membres du Conseil de la MRC. Donc, ce comité restreint-là fait des recommandations, analyse la situation, il recommande au Conseil de la MRC de mettre des choses en branle. On est allé rencontrer M. Barrette, là, je me souviens plus de la date, là, mais c'était au printemps, en mai, merci, en mai 2018, donc juste avant les élections. Puis effectivement, c'était une fin pas mal de non-recevoir, je vous dirais. Bien, par contre, ce qui nous laisse espérer aussi, puis je pense qu'il faut d'autant plus pas laisser tomber le dossier, c'est le fait que justement, on a un nouveau gouvernement maintenant. Je pense qu'on a vu, je pense pas que dans les plans de match du gouvernement actuel, il y a une modification à la loi 10, mais on veut voir comment on peut s'inscrire là-dedans. On a quand même senti peut-être, en tout cas ça, on va le valider là, de façon plus spécifique, mais je vous dirais qu'on ressent un peu dans le milieu peut-être un peu plus de souplesse qui nous fait croire qu'on va peut-être être, en tout cas, nous, on va mettre en branle des revendications, des démarches pour s'assurer de voir comment on peut faire ça sur le territoire de la Matapédia. Jeudi, le 2 mai prochain, ce sera le retour des Bontés divines à la captive et Lynn nous présente les 2 conférenciers. Lynn, on est ici pour parler du prochain rendez-vous qui va avoir lieu le 2 mai, jeudi le 2 mai pour les Bontés divines. Parle-moi d'abord de Gervais Saint-Laurent. Monsieur Saint-Laurent, ça va être notre premier conférencier. Monsieur Saint-Laurent, c'est quelqu'un qui vient de Rimouski. Le titre de sa conférence, ça va être « Le bonheur au cœur de soi ». Monsieur Saint-Laurent, c'est un consultant en développement de soi, puis il est aussi conférencier, mais il est aussi auteur. Il a écrit plusieurs livres. Je peux vous mentionner les titres de ses derniers livres. La fabuleuse rencontre de soi en 2017. Il a écrit aussi Harmonisation des 2 cerveaux en 2017. Puis son dernier, c'est Le cœur, ce cerveau négligé, en 2017. En 2018. Bien, c'est sûr qu'il va nous parler il va faire un retour sur sa vie et son cheminement. Puis, qu'est-ce qui l'a amené, il y a 25 ans, à étudier la psychothérapie, la biologie totale et la métamédecine. Puis, il va nous parler de ses expériences de vie avec ces choses-là qui l'ont amené à poursuivre son chemin de vie. Fait que ça va être, je pense que ça va être intéressant. Ça va être un bon prélude aussi pour Nicolas Larcher, qui, lui, veut parler de la guérison par la création. Oui. Nicolas, le titre de sa conférence, vous venez de le dire, La guérison par la création. Monsieur Larcher, c'est un jeune homme. Ça fait pas longtemps qu'il reste dans notre région. Il est français, il vient du nord de la France. Puis c'est quelqu'un qui est jeune. Naturellement, il va nous parler un petit peu de lui, mais il va surtout enchaîner, c'est comment comprendre les différents paliers d'énergie. Comme Einstein le disait, hein, on est fait d'énergie, on est entouré d'énergie. Fait qu'il va nous expliquer comment, à tous les jours, les détecter, ces énergies-là, puis comment qu'on peut s'en servir dans notre vie, pour soit de la guérison ou pour nous aider dans différents domaines. C'est un sujet qui n'est pas familier. C'est des nouvelles connaissances. Hein. Il commence à y avoir des livres un peu là-dessus. Fait que c'est un être assez exceptionnel, Nicolas. Fait que ça risque d'être passionnant aussi. Là, si l'énergie vous attire et vous tente, ben venez en entendre parler. Là. Toute une soirée de découverte. Et ça, ben, c'est pour seulement 10 $ à l'entrée. Et les profits seront remis à qui? À l'École de musique de Val-Briand, cette fois-ci. Et ça va être notre dernière de la saison parce que la prochaine aura lieu en septembre.
Alors, il faut en profiter. Oui. Et c'est toujours au 2e étage de la captive. C'est toujours au 2e étage de la captive. C'est toujours, comme vous l'avez dit, 10 $. Et on vous attend. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous. C'est ce qui conclut cette émission. Vous avez vous aussi une nouvelle à annoncer ou un événement à promouvoir? Téléphonez-moi au 88 629 4503 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Et oui, c'est le retour du Télébingo ce dimanche à 12h30. Bonne chance et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.